Le soir d'automne s'étendait sur la vallée de Kolbeinsdalur, et l'air sentait la fumée des derniers feux, l'herbe sèche, et la neige précoce qui recouvrait déjà les crêtes montagneuses. La rivière grondait entre les pierres. Sa voix froide emplissait le silence, et il semblait que la vallée elle-même respirait, se préparant à la longue hibernation hivernale. Entre deux crêtes montagneuses, comme dans une étreinte de pierre, se trouvaient quelques fermes, entourées de champs médiocres et d'enclos pour le bétail. À l'extrême limite du village, là où les maisons se terminaient et où commençait la forêt, se dressait une petite cabane. Autour de la cabane poussaient des herbes, sauvages et plantées intentionnellement, médicinales et vénéneuses, connues seulement de celles qui vivaient ici. Sous l'auvent pendaient des bouquets de plantes séchées, de racines, d'écorces. Sur le poteau à l'entrée blanchissaient des os, d'oiseaux, d'animaux, humains, disait-on dans le village. Pour la divination, pour la protection, pour les malédictions. Ici vivait Steinun sans visage. Elle avait 28 ans, mais les gens craignaient de regarder son visage. La moitié gauche était défigurée par d'horribles cicatrices de brûlure. La peau tirée, rose et brillante, s'étirait de la tempe et au menton, déformant les traits de telle sorte que la moitié droite du visage semblait étrangère, comme s'appartenant à une autre personne. Dans l'enfance, lorsque s'était produit cet incendie qui avait emporté ses parents et sa beauté, le godille local Vesten le Sage l'avait tiré des flammes. Lui seul ne s'était pas détourné quand il avait vu ce qu'était devenu son visage. Il l'avait pris sous sa protection, lui avait appris à lire les runes, à distinguer les herbes, à comprendre le langage des eaux et des étoiles. Il lui avait dit « Ton destin n'est pas dans le mariage ni dans les enfants. Ton destin est de guérir. » Elle avait accepté cela. Maintenant, les gens venaient à elle quand les enfants tombaient malades, quand les blessures suppuraient, quand le bétail faiblissait avant l'hiver. Ils venaient avec méfiance, jetaient le paiement sur le seuil, sans regarder dans les yeux. Les enfants lui lançaient des pierres et criaient « Sorcière, sorcière, sorcière sans visage ». Steinun avait appris à ne pas ressentir la douleur des mots. Elle faisait son travail en silence, patiemment, sans attente. Parce que autrefois on l'avait elle-même aidée, et c'était son devoir, transmettre ce qu'elle avait reçu. Ce matin-là, Bergdis la jeune était venue la voir, la fille d'un riche bondi d'une ferme voisine. La jeune fille était belle comme un matin de printemps, des cheveux d'or tressés en nattes, le cou orné de perles d'argent, une robe de bonne laine serrée par une ceinture ornée. Elle était entrée dans la cabane en grimaçant à cause de l'odeur des herbes et n'avait pas regardé Steinun. Elle parlait de côté, comme avec l'air « j'ai besoin d'une potion pour que mon fiancé m'aime davantage ». Steinun s'était mise au travail en silence. Elle avait broyé de la camomille séchée, ajouté de la menthe, un peu de miel. Une décoction calmante ordinaire, qui ne ferait ni mal ni bien, mais en laquelle on croirait. Les gens ne croyaient pas en son savoir-faire. Ils croyaient en leur peur d'elle. Bergdis avait jeté une pièce d'argent sur la table, sans toucher le bois de ses doigts, comme si elle craignait d'être contaminée par quelque chose d'impur. Elle avait saisi le flacon et était partie, sans dire merci. Derrière la porte retentit un rire d'enfant et un mot, lancé comme une pierre acérée, sorcière. Steinun se tenait près de la table, regardant la pièce. Elle ne la ramassa pas tout de suite. Elle restait simplement là, écoutant les pas s'éloigner, le rire se taire, le silence revenir. Puis elle prit la pièce, la plaça dans une bourse de cuir avec les autres, et sortit vers la rivière. L'eau était sombre, froide. Elle portait en elle le souffle des montagnes. Steinun s'assit sur une pierre, au bord de la rive. Lorsque le soleil commença à se coucher derrière la crête, teignant le ciel d'une couleur sanglante, un tournant se produisit dans sa vie. Des étrangers descendirent dans la vallée. Ils étaient 6, des guerriers enveloppés dans des manteaux, avec des armes à la ceinture et la fatigue dans les yeux. Ils marchaient lentement, trébuchant, et portant sur une civière de fortune un 7e homme. Même de loin, on voyait que l'homme sur la civière était à l'article de la mort.
son corps sans force, la tête renversée en arrière, et le manteau trempé de sang. Les habitants du village sortirent de leur maison, regardant les étrangers avec méfiance. Les guerriers s'arrêtèrent près du bosquet sacré, où ils furent accueillis par Vestein le sage. Un homme de petite taille, maigre, aux yeux pénétrants et aux cheveux gris attachés sur la nuque. Il jeta un regard sur la civière, sur le blessé, et hocha la tête. « Il nous faut une guérisseuse », dit le chef des guerriers en arrachant de ses épaules son manteau glacé. « Nous nous sommes égarés dans le col, nous avons marché 3 jours dans la neige. Notre compagnon a été blessé au combat, la blessure pourrie, sa vie s'en va. Si vous avez quelqu'un qui peut aider. » Vestein les conduisit en silence à travers le village, devant les longues maisons où brillaient déjà les feux d'or des foyers poussés dans les fenêtres, devant les enclos à bestiaux, jusqu'à l'extrémité, où se trouvait la petite cabane de Steinhund. Les guerriers que le suivaient en silence, mais lorsqu'ils s'approchèrent et virent les os sur le poteau, les bouquets d'herbes, les signes étranges gravés sur la porte, ils échangèrent en des regards. « C'est une sorcière qui vit ici ou quoi ?» demanda l'un d'eux, un jeune à la barbe rousse. Vestein s'arrêta sur le seuil et le regarda durement. « C'est une guérisseuse, la meilleure dans 3 vallées. Si vous voulez sauver votre compagnon, vous entrerez et vous vous tairez. Si vous ne voulez pas, creusez une tombe juste ici. » Il poussa la porte. Steinhund se tenait près du foyer, remuant quelque chose dans le chaudron. L'odeur des herbes frappa les guerriers au visage, dense, inhabituelle, effrayante. Elle se retourna au bruit des pas, et la lumière du feu tomba sur son visage. Les guerriers se figèrent. L'un d'eux recula, un autre cracha de côté, un troisième murmura quelque chose qui ressemblait à une incantation contre les forces du mal. « Nous ne permettrons pas à cette créature de toucher notre frère, » dit le chef, un homme de haute taille, avec une cicatrice sur tout le visage. « Qu'il meure plutôt comme un guerrier, plutôt que son âme soit prise par une sorcière. » Vestein se tourna vers lui. « Alors remportez-le dans les montagnes. Enterrez-le là-bas. Faites-le simplement vite, avant que le corps ne se raidisse. » Le chef serra les poings, regarda la civière, où le blessé respirait avec un râle, comme si chaque respiration lui coûtait à la vie. La blessure au flanc saignait, suintait de pus, l'air autour de lui sentait la mort. Les guerriers se taisaient, et il n'y avait pas de choix. « Fais ce que tu peux, femme, » dit le chef entre ses dents. « Mais s'il meurt de ta sorcellerie, nous te brûlerons avec cette cabane. » Steinhund ne répondit pas. Elle s'approcha de la civière, s'agenouilla à côté du blessé. L'homme était grand, large d'épaules, avec de longs cheveux blonds collés par la sueur et le sang. Le visage pâle, les lèvres bleuies, la respiration superficielle. Elle écarta prudemment le bord du manteau et vit la blessure, une coupure déchirée et profonde au flanc, les bords enflammés, le pus suintant, la peau autour brûlante comme un charbon. La fièvre le dévorait de l'intérieur. « Posez-le ici, dit-elle, en désignant une large couchette contre le mur, couverte de peau. » Les guerriers transportèrent leurs compagnons en silence. Le couchèrent. Steinhund se déplaçait déjà rapidement. Avec habitude, elle sortait des herbes, chauffait de l'eau, disposait des instruments. Vestein l'aidait en silence, lui tendant ce qui était nécessaire. Les guerriers se tenaient contre le mur, regardant avec méfiance et peur. Steinhund découpa le vêtement sur la blessure, la lava avec de l'eau chaude contenant une décoction de millefeuilles. Le blessé cria, eut un soubresaut, mais ne reprit pas conscience. Elle travaillait en silence, avec concentration. Elle nettoyait le pus, appliquait des compresses de mousse et d'écorce de saule, bandait avec un tissu propre. Puis elle prépara une décoction d'écorce de saule, d'accord des marais et de quelque chose d'autre qu'elle gardait dans une bourse spéciale. Elle fit boire le blessé soutenant sa tête. Il avalait avec difficulté, s'étouffait. Mais la décoction passa. « Tout ce que je peux faire maintenant, » dit-elle en se redressant. « Ensuite, les dieux décideront. S'il survit à cette nuit, il vivra. » Les guerriers échangèrent des regards. Le chef hocha la tête. « Nous resterons dehors.
Nous surveillerons. » Ils sortirent, allumèrent un feu près de la cabane, s'installèrent autour. Vestein s'attarda sur le seuil, regarda Steinunn. « Tu t'en sortiras ?» Elle hocha la tête. « Je resterai avec lui. »« Va, Vestein, tu dois calmer les gens du village. Ils craignent les étrangers. » Le vieil homme soupira, posa sa main sur son épaule, une rare manifestation de proximité qu'il se permettait. Il partit, et Steinunn resta seule avec le mourant. Elle s'assit près de la couchette, regardant son visage. Même maintenant, pâle et émacié, il était beau. Des traits forts, un nez droit, des lèvres serrées en une fine ligne, des cicatrices sur les bras, des callosités sur les paumes, des mains de guerrier. Un homme qui avait tenu l'épée toute sa vie, un homme qui avait vu la mort et l'avait donnée à d'autres. Mais maintenant, il était sans défense, comme un enfant. Steinunn trempa un linge dans l'eau froide, le posa sur son front. La fièvre brûlait, le dévorant de l'intérieur. Il délirait, s'agitait, criait des noms. « Soleil, murmurait-il. Soleil, pardonne-moi. Havardr, mon fils, où es-tu? Le feu, le sang, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas protégé, pardonnez-moi. » Steinunn écoutait son délire et sentait de quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaissait cette douleur, la douleur de la perte, la douleur de la culpabilité, la douleur de celui qui n'a pas pu sauver. Elle savait aussi ce que c'était. Se réveiller dans un monde où tout ce qu'on aimait s'était transformé en cendres. Elle resta assise toute la nuit, sans fermer les yeux. Elle changeait les compresses, le faisait boire de la décoction, murmurait les incantations que Vestein lui avait apprises. Des mots anciens, qui se transmettaient de génération en génération. Des mots qui appelaient les forces de la terre, de l'eau, chaud, du feu. Elle ne savait pas s'ils fonctionnaient soit vraiment, mais elle les prononçait, parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Au matin, la fièvre n'était pas tombée. Le blessé continuait de s'agiter, de crier, de pleurer. Les guerriers jetaient un coup d'œil par la porte, repartaient en silence vers le feu. Steinunn comprenait. Ils attendaient qu'il meure, pour l'accuser et repartir. Mais elle n'avait pas l'intention d'abandonner, parce qu'autrefois quelqu'un n'avait pas abandonné pour elle. Pendant 3 jours et 3 nuits, Steinunn ne quitta pas le guerrier blessé. Le temps s'écoulait étrangement dans cette cabane, emplie de l'odeur des herbes, de la fumée du foyer et de la respiration lourde du mourant, comme si la mort elle-même se tenait sur le seuil, attendant qu'on la laisse entrer. Derrière les murs, l'automne se transformait lentement en hiver. Le vent des montagnes devenait plus froid. La rivière rugissait plus fort, avertissant de la glace prochaine. Mais à l'intérieur de la petite demeure à la limite du village, se déroulait une autre bataille. Non avec des épées, non avec des lances, mais avec des herbes, des incantations et cette volonté obstinée de vivre qui habite chaque guérisseur. Brandar s'agitait dans la fièvre, comme s'il combattait des ennemis invisibles. Les guerriers se relayaient autour du feu à l'extérieur. Ils se taisaient, regardant la porte fermée de la cabane. Et dans leur silence, on lisait beaucoup. La méfiance, la peur, la colère. Parfois, l'un d'eux jetait un coup d'œil à l'intérieur, lançait un regard rapide sur le corps immobile de leur compagnon, sur la silhouette de la guérisseuse penchée sur lui, et repartait sans dire un mot. Steinunn sentait leur regard sur son visage défiguré, sentait qu'ils chuchotaient entre eux. Le 2e jour, la fièvre s'intensifia. Brandr criait, se débattait, et Steinunn le retenait à peine, le plaquant sur la couche pour qu'il ne déchire pas les points de suture de la blessure. Il était lourd, fort même dans son état semi-conscient, et ses mains tremblaient sous l'effort. Vestein vint l'aider, maintint les épaules du guerrier, pendant que Steinunn lui versait dans la bouche une nouvelle portion de décoction, de l'écorce de saule contre la fièvre, de l'accord des marais contre l'inflammation, et encore quelque chose de secret qu'elle gardait dans une bourse spéciale. Ce que lui avait appris la grand-mère de Vestein, la dernière des anciennes guérisseuses. Dans son délire, Brandr parlait, et ses mots étaient comme les fragments d'une vie brisée.
Soleil, murmurait-il, pardonne-moi. Je n'ai pas eu le temps. Je ne t'ai pas protégé. Avardre, mon fils, où es-tu? Pourquoi fait-il si sombre? Pourquoi fait-il si froid? Steinun écoutait ces mots, et dans sa poitrine grandissait une douleur étrange et aiguë. Elle ne connaissait pas cet homme, ne connaissait pas son histoire. Mais maintenant, elle l'apprenait par morceaux, par bribes de délire, par les noms qu'il criait dans l'obscurité. Elle resta assise près de lui toute cette nuit, tenant sa main, grande, couverte de callosités d'épée, avec des cicatrices sur les jointures des doigts. À l'aube du troisième jour, quelque chose changea. Brandr se calma, cessa de s'agiter. Sa respiration devint plus régulière. Steinun toucha son front et sentit que la fièvre baissait. Pas tout de suite, pas complètement, mais elle baissait. Il allait vivre. Steinun recula de la couche, sentant ses jambes se dérober. 3 jours sans sommeil, sans nourriture, seulement de l'eau et de brefs instants d'oubli près du foyer. Elle s'affaissa sur le sol, s'adossant au mur, et ferma les yeux. Des larmes coulaient sur son visage, sur les 2 moitiés, sur celle défigurée et sur la normale. Et elle ne les essuyait pas, des larmes de soulagement, de fatigue, de triomphe. Elle l'avait sauvé. Elle l'avait arraché aux griffes de la mort, et les dieux, ou ceux qui écoutaient ses incantations, lui avaient n'était permis de vaincre. Quand les guerriers entrèrent en vérifier leurs compagnons le matin du 3e jour, ils virent Steinun endormi sur le sol contre le mur, et Brandr, respirant de façon régulière et profonde sur la couche. Le chef s'approcha, toucha prudemment le front du blessé, sentit que la fièvre était tombée, et hocha la tête. Il regarda la guérisseuse, épuisée, avec des cernes sous les yeux, avec des traces séchées de larmes sur le visage, et dans son regard passa quelque chose qui ressemblait à du respect. Il sortit en silence. Steinun se réveilla lorsque le soleil était déjà haut. Elle bondit, se précipita vers la couche, vérifiant le blessé, mais il dormait paisiblement. La respiration régulière, la couleur du visage meilleure, les lèvres moins bleues. Elle prépara une nouvelle décoction, réchauffa une bouillie d'orge et d'herbe, et attendit qu'il se réveille. Cela arriva le 4e jour, à l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil percèrent à travers la fenêtre tendue de cuir et se posèrent sur le sol de la cabane en bande dorée. Brandr ouvrit les yeux, lentement, comme s'il soulevait des paupières lourdes après un long sommeil. Il regarda le plafond, puis tourna son regard de côté, là où Steinun était assise, broyant des herbes fraîches dans un mortier. Elle sentit son regard et se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Brandr la regardait, et dans ses yeux il y avait quelque chose d'étrange. Pas l'horreur, pas le dégoût qu'elle avait l'habitude de voir. Quelque chose d'autre. De l'étonnement, de la reconnaissance. Comme s'il voyait quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. « Soleil » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu… » Steinun se figea, le mortier lui échappa des mains et roula sur le sol. Son cœur se serra si fort qu'il devint difficile de respirer. « Je suis Steinun » dit-elle doucement mais fermement, se forçant à ne pas détourner le regard. « Je suis guérisseuse. Tu étais blessé, je t'ai soigné. » Mais Brandr n'entendait pas, ou ne voulait pas entendre. Sa main se tendit vers elle, lentement, comme s'il craignait que la vision ne disparaisse. Ses doigts touchèrent sur son visage. Cette moitié couverte de cicatrices, de peau tendue, cette moitié que tous craignaient et évitaient. Il passa ses doigts sur les cicatrices, tendrement, comme si c'était le contact le plus précieux de sa vie. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il, et dans sa voix résonnait une telle douleur, une telle nostalgie, que le souffle de Steinun se coupa. « Tu m'as tellement manqué, ta chaleur, toutes ces années, tellement manqué. » Ses yeux se fermèrent, sa main retomba, et il replongea dans le sommeil, non pas fiévreux, mais réparateur, profond. Steinun resta assis immobile, incapable de bouger. Son visage brûlait là où il l'avait touché.
brûlée non de douleur, mais de quelque chose d'autre, qu'elle n'avait jamais ressenti. Pendant de nombreuses années, personne n'avait touché son visage, sauf avec dégoût ou pitié. Personne ne l'avait regardé ainsi, comme s'il voyait quelque chose de beau, même si c'était une erreur. Même maintenant, pâle et émacié, il était beau, des traits forts, un nez droit, des lèvres serrées même dans le sommeil. De longs cheveux blonds emmêlés, la barbe avait besoin d'être peignée. Steinun détourna le regard, se forçant à ne pas y penser. C'était du délire, une conséquence de la fièvre, rien de plus. Quand il reviendrait complètement à lui, tout reprendrait sa place. Elle se leva, se mit au travail. Il fallait préparer une nouvelle décoction, changer le bandage, aérer la cabane, ramasser de la mousse fraîche près de la rivière. Le travail aidait à ne pas penser. Le travail aidait toujours. Brand revenait à lui lentement, comme s'il revenait de cet endroit où la frontière entre la vie et la mort s'efface jusqu'à devenir un fil ténu. Les premiers jours après le recul de la fièvre, il resta immobile, regardant le plafond de la cabane, où la suie du foyer dessinait d'étranges motifs sur les poutres noircies. Les compagnons de Brandre s'attardèrent dans la vallée encore 3 jours, s'assurant qu'il était hors de danger. Le chef, un homme de haute taille, avec une cicatrice sur tout le visage, du nom de Grimmer, pailla Steinun en argent, de lourdes pièces frappées de terre lointaine, qu'elle accepta en silence et cacha dans une bourse de cuir. Puis il dit « Nous reviendrons dans 1 mois, quand nous aurons réglé nos affaires au nord. Brandre devra avoir repris des forces d'ici là. » Il regarda son compagnon allongé sur la couche, et dans son regard se lisait l'inquiétude. « Prends soin de lui, femme. C'est le meilleur d'entre nous. » Steinun hocha la tête, et les guerriers partirent en 6 hommes en manteau de laine grossière, avec des armes à la ceinture, se fondirent maintenant sur le sentier à travers le col, ne laissant derrière eux que des traces dans la boue et l'odeur de fumée du feu. Brandre les suivit du regard à travers la fenêtre tendue de cuir et se retourna de nouveau vers le mur. Steinun vit ses épaules se crisper, ses doigts serrer le bord de la peau qui le couvrait. Mais elle ne dit rien. Elle continua son travail, broyer les herbes, préparer la nourriture, raccommoder les vêtements. Le silence dans la cabane était lourd, mais elle y était habituée à la lourdeur. Le 5e jour après le départ des guerriers, Brandre se leva pour la première fois de la couche. Il le fit lentement, comme si chaque mouvement lui causait de la douleur, s'adossa au mur jusqu'à se redresser complètement. Brandre fit quelques pas vers la porte et s'arrêta, se tenant au montant. Steinun s'approcha de lui. Il est encore trop tôt pour marcher. La blessure peut s'ouvrir. Il la regarda pour la première fois depuis ses jours, d'un regard long, scrutateur. Dans ses yeux, il y avait quelque chose d'étrange, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important sans y parvenir. « Je dois bouger », dit-il d'une voix rauque, sa voix n'ayant pas encore retrouvé sa force après la maladie. « Je ne peux plus rester couché. » Steinun hocha la tête. « Alors marche dans la cabane, mais pas trop longtemps. Et si tu te sens faible, allonge-toi tout de suite. » Il ne répondit pas, se mit simplement à marcher lentement dans le petit espace, de la porte au foyer, du foyer à la fenêtre, de la fenêtre qu'au mur où pendaient les bouquets d'herbes et les ossements pour la divination. Steinun l'observait, prêt à le rattraper s'il tombait, mais il tenait bon. Obstination de guerrier, pensa-t-elle. Obstination d'un homme habitué à endurer la douleur. Le soir, lorsque le soleil commença à se coucher et que la cabane se remplit d'une lumière dorée, Brandre s'assit près du foyer, en face de Steinun. Elle lui tendit un bol de bouillie d'orge, de racines et de viande séchée. Il mangeait lentement, comme s'il réapprenait. Puis, il posa le bol et la regarda. « Merci, dit-il simplement, pour la vie. » Steinun ne leva pas les yeux de son propre bol. « C'est mon métier. Il n'y a pas de quoi remercier. Tu t'es battu pour moi comme si j'étais quelqu'un pour toi. » Elle leva les yeux et leurs regards sourds se croisèrent. «
Je me bats pour chacun de ceux qui arrivent jusqu'à moi, qu'ils soient guerriers ou bergers, enfants ou vieillards. Parce que la vie est un don, et je n'ai pas le droit de décider qui en est digne et qui ne l'est pas. Brandr se tut, la regardant. Puis il demanda « Pourquoi les gens du village t'appellent-ils sorcière ?» Steinunn sentit tout se crisper en elle. Mais son visage demeura calme, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Je connais les herbes, je sais lire les eaux, je parle aux esprits. Et aussi parce que je suis laide. Les gens ont besoin d'une explication pour tout ce qui les effraie. Sorcière est une explication commode. « Tu n'es pas laide, dit Brandr doucement. Steinunn eut un rictus amer. Ne mens pas par pitié. Je vois mon visage chaque jour dans le bas de la rivière. Je sais à quoi je ressemble. Je ne mens pas. Brandr se pencha en avant, et la lumière du foyer adoucit ses traits. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois après la fièvre, je t'ai vu, et tu m'as semblé familière, comme si je t'avais connue toute ma vie. Tu m'as prise pour ta femme, dit Steinunn, et sa voix trembla. Soleil, tu appelais son nom dans ton délire. Brandr se rejeta en arrière comme frappé. Son visage s'assombrit, ses yeux devinrent vides. Oui, Soleil, ma femme. Il se tut, et le silence s'étira entre eux, lourd et tranchant. Steinunn attendit. Elle avait appris à attendre, à laisser aux gens le temps. Et enfin Brandr parla, lentement, comme si chaque mot lui faisait mal. Il y a 3 ans, je suis revenu d'une expédition. Nous étions dans la suite d'un jarl au nord. Nous étions allés mater des bindres révoltés à l'est. 2 mois de guerre, de sang, de mort. Je ne rêvais que d'une chose, rentrer à la maison, vers Solé, vers notre fils Avardre, qui avait 3 mois quand je suis parti. Je ne l'avais pas vu grandir, je ne l'avais tenu dans mes bras qu'une seule fois, avant de partir. Petit, chaud, sentant le lait. Il a serré mon doigt dans son poing, et j'ai juré que je reviendrais. Il se tut, regardant le feu. Steinunn restait immobile, n'osant l'interrompre. Quand nous avons approché de ma ferme, j'ai vu de la fumée, mais pas la fumée ordinaire du foyer. Noire, épaisse, qui couvre le ciel. La maison brûlait, presque entièrement déjà. Je courais, je criais, mais c'était trop tard. Les voisins disaient que des brigands étaient venus, 3 ou 4, arrivés de nuit, réclamant l'argent. Soli avait essayé de se cacher à la cave avec l'enfant, mais ils ont mis le feu à la maison. La fumée les a pris avant le feu. Sa voix se brisa. Steinunn vit ses mains se serrer en poing, une larme glisser sur sa joue. Qu'il n'essuya pas, je les ai trouvés. Elle le serrait dans ses bras, le pressait contre sa poitrine, comme si elle pouvait le protéger. Mais ils étaient tous les deux. Je n'ai pas eu le temps. Je ne les ai pas protégés. Je n'étais pas là quand ils avaient le plus besoin de moi. Steinunn sentit une douleur se répandre dans sa poitrine, étrangère et sienne à la fois. Elle tendit la main, toucha sa paume. Il tressaillit et la regarda. « Ce n'est pas ta faute, dit-elle doucement. Tu ne pouvais pas savoir. Je devais être là. » Brandr serra les dents. « Je suis un guerrier. Je dois protéger les miens. » Steinunn serra plus fort sa main. « Je connais cette douleur. Quand j'avais 10 ans, notre maison a pris feu la nuit. Mon père a essayé de me porter dehors, ma mère a essayé d'éteindre les flammes. Ils sont tous les deux morts. Et moi je suis resté en vie, mais avec ce visage. Pendant de longues années, je me suis accusé. Je pensais qu'il aurait mieux valu que je meure avec eux. Mais Vestine m'a dit, « Vivre n'est pas trahir les morts. Vivre, c'est leur rendre honneur. Continuer quand eux ne le peuvent pas plus. » Brandr la regarda longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Comment fais-tu? Comment continues-tu à vivre quand tu as tout perdu ?» Steinunn sourit tristement. « Je fais simplement ce que je sais faire. Je soigne, j'aide. Je cherche un sens dans les petites choses, dans les herbes qui poussent au printemps, dans les oiseaux qui reviennent, dans les gens qu'on parvient à sauver. Ce n'est pas le bonheur, mais c'est la vie. » Ils restèrent assis en silence,
se tenant par la main, et dans ce silence, il y avait plus de proximité que dans n'importe quel mot. À partir de ce soir-là, quelque chose changea entre eux. Brandr commença à aider Steinun pour les travaux du quotidien. Il fendant le bois, réparait le toit, portait la slow de la rivière. La blessure guérissait lentement mais sûrement, et chaque jour il devenait plus fort. Il parlait de tout, des guerres qu'il avait vues, des terres où il avait voyagé, de la mer qu'il aimait malgré le danger. Steinun lui parlait de la vallée, de chaque plante, de la manière de prédire le temps grâce aux nuages et aux oiseaux. Il parlait avec facilité, comme s'ils se connaissaient eux depuis toujours. Mais dans le village, l'inquiétude grandissait. Berdis la jeune remarqua que l'étranger restait trop longtemps chez la guérisseuse. Elle alla trouver ses amies, de jeunes épouses de Bindre, et commença à semer le doute. Vous avez vu comment il la regarde? Comment un homme saint, un guerrier, peut-il regarder ainsi cette créature? C'est de la sorcellerie. Elle le tient par ses charmes. Qui sait ce qu'elle fera ensuite? Peut-être qu'elle jettera un sort à nos maris, à nos enfants? Les femmes écoutaient, et la peur grandissait. Elles cessèrent de venir chez Steinun même pour des remèdes, contournèrent sa cabane. Les enfants ne jouaient plus à proximité, ne lançaient plus de pierres. Ils se contentaient de chuchoter en la dévisageant de loin. Et c'était pire. Vesten sentit l'orage approcher. Il vint voir Steinun un soir, alors que Brandr était à la rivière pour pêcher. Le vieil homme s'assit près du foyer, la regarda longuement et sérieusement. « Sois prudente, ma fille. Les gens commencent à parler. Ils ont peur que tu aies ensorcelé l'étranger. » Steinun eut un rire amer. « Je ne sais pas envoûter les gens, seulement les soigner. Je le sais, mais eux ne le savent pas, les Dapa. Et la peur rend les gens dangereux. » Vesten posa la main sur son épaule. « Si quelque chose arrive, viens à moi. Je te protégerai comme je l'ai toujours fait. » Steinun hocha la tête, mais un froid s'installa en elle. Elle savait que le vieil homme avait raison. L'orage approchait et elle ne pouvait pas l'arrêter. Pendant ce temps, Brandr comprit quelque chose d'important. Chaque jour, il regardait Steinun et voyait les cicatrices disparaître. Pas au sens propre, elles restaient roses et tirées. Mais pour lui, elles n'étaient plus une laideur. Il voyait ses yeux, sombres, intelligents, pleins de bonté qu'elle cachait derrière le silence. Il voyait ses mains, fines, agiles, douces, quand elle touchait un animal malade ou un oiseau blessé. Il voyait son sourire, rare, mais vrai, quand elle oubliait son visage. Il voyait une femme qui était passée par le feu et était restée humaine. Et c'était plus beau que n'importe quelle apparence. Un soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis près du foyer, il dit « Je ne vois plus tes cicatrices. » Steinun leva la tête, et la peur traversa son regard. « Ne dis pas cela, Brandr. Ne parle pas ainsi. » « Pourquoi? C'est la vérité. Quand je te regarde, je vois de la beauté. La vraie, pas celle qui est à la surface, celle qui est à l'intérieur. » Steinun détourna le visage. Des larmes lui brûlaient les yeux. « Tu partiras bientôt. Tes compagnons reviendront. Tu iras guerroyer plus loin. Et tu m'oublieras. » Brandr se leva, s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Je ne t'oublierai pas. Je ne le pourrai pas. Tu m'as montré que j'étais encore capable de ressentir autre chose que la haine et la douleur. Tu m'as ramené dans le monde des vivants. » Steinun le regarda, et dans son cœur luttaient l'espoir et la peur. L'espoir que ce soit vrai. La peur que ce soit temporaire. Elle ne savait que dire. Alors elle hocha simplement la tête. Et ils restèrent assis ainsi, proches, dans un silence, empli de non-dits. L'hiver s'approchait de la vallée de Kolbeinsdalur en rampant, retirant chaque matin les restes des couleurs vives de l'automne, recouvrant les champs de givre glacé. Sur les pentes des montagnes, la neige se posait en couverture épaisse, et le vent apportait des sommets l'odeur de la mer lointaine. La cabane de Steinun s'emplissait de plus en plus souvent d'une fumée dense de pin. La maisonnette semblait maintenant encore plus petite, encore plus vulnérable face à l'espace et au temps.
Brindre se levait maintenant tôt. Il aimait écouter le réveil de la vallée. Les corbeaux croassaient dans les bosquets. Quelque part au loin, les chênes tinetèrent dans les étables. Les feux s'éveillaient dans les longues maisons. L'existence scandinave solide s'animait. Il marchait pieds nus sur le sol gelé, encore prudent, mais sans la colère d'avant, et sortait chercher de l'eau chaude, serrant le vieux seau dans ses paumes carrées. Steinund ne s'occupait plus depuis longtemps des tâches extérieures pour lui. Il partageait le travail comme deux personnes rapprochées, non par le sang ni par la passion, mais par le besoin d'automne et la solitude partagée. Quand il revenait, elle préparait déjà la bouillie près du foyer. L'odeur du pain de seigle et du chou aigre emplissait rapidement toute la cabane. Brindre lui apportait parfois une baie trouvée dans la forêt, quelques noix ou une plume d'oiseau rare, non comme une offrande, mais comme une participation silencieuse. Les mots leur manquaient souvent à tous deux, un regard suffisait pour se comprendre. Ces jours-là, elle remarqua des changements. Les cicatrices qui divisaient autrefois son visage en deux moitiés devinrent soudain sans importance pour lui. Il regardait dans ses yeux, gardant le regard, captait le mouvement des lèvres, saisissait le léger sourire quand elle se trompait dans les proportions d'une décoction ou mettait trop de sel dans la soupe. Il regardait comme s'il voyait en elle quelque chose de longtemps perdu ou recherché. Et alors, dans le reflet du feu, Steinund se surprenait pour la première fois à ne pas se cacher du regard de cet homme, à ne pas avoir besoin de se détourner, de rentrer la tête, de se couvrir de sa tresse. Un jour, à la lumière d'une lampe à huile, elle reprisait sa chemise, tandis qu'il aiguisait un couteau, assis sur le seuil. Dehors, la tempête faisait rage, mais dans la cabane, il faisait calme, chaud, et le temps semblait ralenti. Brindar leva les yeux, regarda son visage et soudain dit sans détacher le regard. « Quand je te regarde, Steinund, il me semble que ton visage a toujours été ainsi, plein de vie, d'obstination et de douleur, mais pas de peur. Je n'ai pas besoin de tes cicatrices pour te voir. » Steinund se figea, l'aiguille tomba de ses doigts. La douleur et la joie l'inondèrent à la fois, son cœur battit douloureusement. Elle ne croyait pas aux mots, mais le voulait, même si ce n'était qu'un désir élevé au-dessus de la vanité. Mais Brandre avait déjà changé de conversation. Parlait de la forêt, de traces fraîches de loups près du ruisseau, et ce moment resta entre eux que comme un fil secret que personne ne déroulait plus. Le soir, alors qu'il feuilletait tranquillement un recueil de sagas offert par Westen et qu'elle écrasait herbes et racines, Westen arriva. Le vieux Gaudi apporta des nouvelles. À la ferme de Bergdis, quelque chose était arrivé. Les gens s'inquiétaient, parlaient d'un hiver terrible et d'un mauvais présage. Il regarda longtemps ses protégés et d'une voix calme prévint Steinund que les rumeurs grandissaient comme des boules de neige. Les langues mauvaises affirmaient qu'elle retenait l'étranger chez elle par la force, changeant le destin de la vallée par de sinistres enchantements. À ces mots, Brindre posa son livre, se leva près de Steinund, regarda Westen droit dans les yeux. Il dit qu'il resterait avec elle jusqu'à sa guérison complète, qu'il ne refuserait pas son devoir envers le Gaudi, mais qu'il ne permettrait pas qu'on maltraite la guérisseuse désormais. Le vieil homme hocha la tête avec une tristesse compréhensive. Et quand il partit, Steinund resta longtemps debout près du foyer, retenant de toutes ses forces ses larmes. Ses cicatrices semblaient soudain particulièrement lourdes, non pas physiques, mais celles que laisse la méchanceté d'autrui. Le temps sembla s'accélérer. La neige s'accumulait, le gel se renforçait. Les habitants du village ne faisaient qu'accroître leur éloignement. Les adultes évitaient les rencontres avec Steinund, les enfants, la croisant près de la rivière, se pressaient contre leur mère. Mais il y eut aussi d'autres regards. Un jeune pêcheur frappa une nuit à sa porte, demanda une décoction pour sa femme malade, et quand il prit le breuvage, s'inclina à peine visiblement. Quelqu'un avait besoin de son aide, aussi effrayé que soient les gens de déclencher la rumeur. Une nuit, Brindre parla de manière inattendue, alors qu'ils ne dormaient ni l'un ni l'autre près du feu faible.
Il lui demanda de raconter son passé, non les traumatismes, mais qui elle avait été, ce qu'elle voulait dans l'enfance, les rêves qui avaient survécu ou s'étaient éteints. Elle raconta lentement la maison qu'avait prise le feu, les oiseaux qui lui rendaient visite au printemps, comment elle avait appris à distinguer les herbes et à collecter une après une des anciennes sagas. Brandre l'écoutait sérieusement, la tête inclinée presque jusqu'aux genoux. Puis soudain tendit la main et toucha très délicatement ses cheveux, non comme un homme cherche la proximité d'une femme, mais comme le seul qui veut sentir qu'il y a quelqu'un de vivant près de lui. Et alors quelque chose se brisa. Stanun se permit de s'asseoir plus près de lui, de poser sa tête sur son épaule et d'écouter les battements de son cœur, et il l'entoura de ses bras, avec précaution, comme on enveloppe un manteau déchiré, craignant d'aggraver les choses. Ils restèrent ainsi assis presque jusqu'à l'aube, tous deux acceptant pour la première fois leurs besoins l'un de l'autre. Le lendemain, les rumeurs s'enflammèrent. 2 femmes rencontrèrent un Brandre près de la rivière. Et il ne détourna pas le regard. Leur répondit calmement que Steinun n'était pas une sorcière, mais l'âme la plus honnête et la plus bonne de la vallée, que le devoir d'un vrai guerrier était de protéger non seulement ceux qui sont forts, mais aussi ceux en qui a besoin la justice. Les femmes partirent, chuchotèrent entre elles, mais maintenant la peur avait un nouveau visage, le visage de la vérité à laquelle on ne voulait pas croire. Ce soir-là, lorsque la tempête se déchaîna particulièrement violente, Brindor se leva soudain, s'approcha de Steinun et lui demanda de lui donner sa main. Elle tendit docilement sa paume, abîmée par le travail, tachée d'écorce, maculée de sucs d'herbe. Il la prit dans ses mains puissantes, la porta à ses lèvres et dit doucement « Merci de m'avoir appris à vivre à nouveau, non à me venger, mais à respirer, à me souvenir et à pardonner. Parfois, il me semble que tes cicatrices ont disparu, non sur la peau, mais là où le regard rencontre une autre âme. » Steinun pleurait en silence. Mais maintenant, les larmes étaient nées comme le premier dégel, quand la glace est encore solide, mais que la rivière gronde déjà dessous, prête à jaillir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, scrutant la fenêtre sombre où se reflétait son nouveau visage, incompréhensible pour elle-même. Le visage d'une femme qu'on avait pu distinguer parmi les cicatrices, parmi l'hiver, parmi la peur, et seulement à l'aube. Vesten apparut sur le seuil et prévint doucement. Les gens se sont rassemblés. Bergdis mène la sédition. Et ils disent qu'il est temps de décider quoi faire de l'étranger et de la sorcière, comme si l'hiver à venir en dépendait. Steinun serra dans son poing la bourse contenant un ossement runique. Elle comprit. Le temps des refuges était terminé. Et devant, il n'y aurait que la vérité, et seulement le choix entre le devoir, l'honneur, et ce sentiment effréné qui s'était emparé d'elle et de Brandre, quand disparaissent même les cicatrices les plus anciennes. L'obscurité descendit sur la vallée plutôt que d'habitude, comme si l'hiver lui-même précipitait le temps, réduisant le jour à la taille d'une fente entre 2 nuits. Le vent sifflait dans les gorges, chassait la poudreuse à travers les crêtes rocheuses, et dans l'air régnait une tension comme celle qui précède l'orage. Mais les orages n'arrivent pas en hiver. Seulement les tempêtes, et aujourd'hui la tempête se préparait à s'abattre sur la vallée avec toute sa fureur. Steinun sentit le danger dès le jour, quand elle vint à la rivière chercher de l'eau jaune et vit les corbeaux tournoyer au-dessus du bosquet sacré, croissant avec inquiétude et insistance. Les oiseaux savent quand le malheur approche, ils le sentent dans l'air, dans le changement du vent, dans la manière dont se taisent les bêtes. Elle revint à la cabane avec un seau lourd et un cœur lourd. Et quand Brandre demanda ce qui s'était passé, elle secoua seulement la tête. Les mots n'auraient rien expliqué. Le soir, alors qu'il faisait déjà sombre dehors, Vesten s'approcha de la cabane. Le vieux Gaudi était pâle, ses yeux s'agitaient, et on y lisait l'inquiétude. Il entra sans attendre d'invitation, ferma la porte derrière lui et s'y adossa, comme s'il se cachait de quelque chose. Steinun et Brindre étaient assis près du foyer, et tous deux se levèrent en voyant son visage. « Ils arrivent !»
dit Vestein d'une voix rauque. Berdis a rassemblé les gens. Elle dit que la vallée ne survivra pas à l'hiver si elle ne se débarrasse pas de la souillure. Elle dit que toi, Steinhun, tu as ensorcelé l'étranger et le retiens contre sa volonté, que c'est un signe de la colère des dieux. Plusieurs jeunes hommes ont été d'accord avec elle, et encore des femmes plus âgées qui t'ont toujours craint. Ils viennent ici avec des torches. Ils veulent te chasser de la vallée. Ou pire. Steinhun sentit le froid se répandre en elle, glacé et familier, le même froid qu'elle avait ressenti dans son enfance, quand le feu dévorait la maison et qu'elle ne pouvait rien faire. Elle s'assit sur le banc, serrant ses mains en poing. Brindre fit un pas en avant, son visage de pierre. Combien sont-ils ? 20, peut-être plus, répondit Vestein. J'ai essayé de les arrêter. J'ai dit que Steinhun n'avait fait de mal à personne, qu'elle avait sauvé leurs enfants, leur bétail, leur vie. Mais la peur est plus forte que la mémoire. Berg Eddy criait que j'étais moi-même sous ses charmes, que je protégeais la sorcière parce qu'elle m'avait ensorcelé dès l'enfance quand je l'ai sauvée du feu. Brindre se tourna vers Steinhun, et dans ses yeux brûlait un feu, non de la colère, mais de la détermination, ferme et inébranlable. Je ne les laisserai pas te toucher. Il prit l'épée qui reposait contre le mur, la tira du fourreau. L'acier brilla à la lumière du foyer, une vieille arme, éprouvée au combat, avec des entailles sur la lame et une poignée enveloppée de cuir. L'épée d'un guerrier qui s'est tué et protégé. Steinhun le regarda, et son cœur se serra. Ne fais pas ça, Branda. Tu n'es pas encore complètement guéri. Ils te tueront. Il eut un rictus, et dans ce rictus, il y avait quelque chose de cruel, quelque chose de sa vie passée, quand il était le loup, un guerrier sans pitié. Ils peuvent essayer. Mais avant d'arriver jusqu'à toi, ils devront passer sur mon corps. Et je ne suis pas de ceux qui abandonnent facilement. Vestein s'approcha de Steinhun, s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. Fuis, ma fille. Il y a un sentier à travers la forêt, vers le nord. Il te mènera à la vallée voisine. Là-bas, on ne te connaît pas. Tu pourras recommencer. Je les retiendrai autant que je peux. Steinhun secoua la tête, les larmes lui brûlant les yeux. Je ne veux plus fuir, Vestein. Toute ma vie, je fuis. Les gens, leurs regards, leurs peurs. Je suis fatigué de fuir. Qu'ils viennent, je leur dirai la vérité. La vérité ne les intéresse pas, dit le vieil homme amèrement. Il leur faut un coupable. Il leur faut quelqu'un à accuser pour l'hiver rigoureux qui arrive, pour la maigre récolte, pour la vie difficile. Et toi, tu es une cible commode. Tu l'as toujours été. À l'extérieur, des voix se firent entendre, lointaines encore, mais qui se rapprochaient. Brandre s'approcha de la fenêtre, regarda dehors et vit les lumières des torches se déplaçant à travers le village vers la cabane. 2 douzaines de points de feu dans l'obscurité, comme des étoiles tombées du ciel et apportant non la lumière, mais la destruction. « Ils sont là, » dit-il en revenant vers la porte. Vestein part. Je ne veux pas qu'un homme qui a sauvé Steinhun souffre à cause de moi. Le vieil homme se leva, se redressa, et dans ses yeux s'alluma quelque chose de longtemps oublié. La fierté, l'obstination, cette force qui vit dans les gens qui n'ont pas l'habitude de reculer. Je reste. Je suis le Godi de cette vallée. Ma parole signifie encore quelque chose ici, ou signifiait, avant que la peur ne dévore les gens de l'intérieur. Les torches se rapprochèrent. Maintenant, on entendait les voix, des cris, des exigences, des menaces. Steinhun se leva, s'approcha de la porte, s'arrêta à côté de Brandre. Il tendit la main, toucha son visage, cette moitié couverte de cicatrices, tendrement, comme si c'était ce qu'il avait de plus précieux. Quoi qu'il arrive, sache, tu étais la plus belle femme que j'aie rencontrée. Pas par l'apparence, mais par l'âme. Et je ne les laisserai pas te faire du mal. Elle se pressa contre sa paume, ferma les yeux un instant, absorbant cette chaleur, cette proximité. Puis elle s'écarta, essuya ses larmes et ouvrit la porte. La foule se tenait devant la cabane, 25 personnes, peut-être plus, avec des torches dans les mains, des haches et des couteaux à la ceinture. Au premier rang se tenait Bergdis, belle, furieuse, les yeux enflammés.
À côté d'elle, plusieurs jeunes hommes que Steinen avait autrefois soignés, et des femmes qu'elle avait aidées lors des accouchements. Ils la regardaient avec haine et peur, et c'était plus douloureux que n'importe quel coup. « Sors, sorcière !» cria Berdis en avançant. « Nous savons que tu retiens l'étranger par tes charmes. Nous savons que tu maudis la vallée, que tu envoies les sols et les maladies, Rebik, les mauvaises récoltes. Va-t'en d'ici, avant que nous ne brûlions ta cabane avec toi dedans. » Brandr sortit le premier, l'épée à la main, le visage dur comme la pierre. Il se tint sur le seuil, barrant la porte de son corps, et sa silhouette semblait immense à la lumière des torches, grand, large d'épaules, avec de longs cheveux blonds flottant au vent, avec des yeux où brûlait la fureur. « Celui qui touchera cette femme me répondra, » dit-il. Et sa voix était froide comme une rivière d'hiver tranchant le silence. « Elle m'a sauvé la vie. Elle est meilleure que n'importe lequel d'entre vous. Et si vous voulez lui faire du mal, vous devrez d'abord passer sur mon cadavre. » La foule s'arrêta et hésita. Un guerrier est redoutable même seul, même s'il n'est pas complètement guéri. Dans son regard se lisait la volonté de tuer, et les gens le sentaient. Mais Bergdis ne recula pas. Elle s'avança, pointa le doigt vers Brandr. « Tu es ensorcelé, guerrier. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Elle te tient par sa sorcellerie. Elle a changé ton esprit. Nous sommes venus te libérer. » Brandr eut un rictus, et dans ce rictus il y avait du mépris. La seule sorcellerie ici, c'est votre peur de ce que vous ne comprenez pas. Cette femme soigne, aide, sauve, et vous avez peur d'elle parce qu'elle n'est pas comme vous, parce que son visage est à défigurer, et qu'il vous est plus facile de l'appeler sorcière que de reconnaître votre propre cruauté. Les gens dans la foule s'entre-regardèrent, chuchotèrent. Quelqu'un baissa sa torche, quelqu'un recula d'un pas. Mais la majorité tenait bon, poussée par Bergdis qui n'avait pas l'intention de reculer. Elle se tourna vers la foule, leva les bras. « Vous entendez ? Il défend la sorcière. C'est la preuve. Il est sous ses charmes. Nous devons la chasser avant qu'il ne soit trop tard. » Et alors Steinunn sortit de la cabane. Elle avança, se plaça à côté de Brandr, et la lumière de la lune tomba sur son visage, illuminant les cicatrices, la peau tendue, cette moitié que tous craignaient et haïssaient. Elle regarda la foule calmement, sans peur, bien qu'à l'intérieur tout tremblait. « Ne fais pas ça, Brandr, » dit-elle doucement mais fermement. « Je partirai. Non pas à cause d'eux, mais parce que ce sera mieux ainsi, pour tous. Je ne veux pas que tu meures en me défendant. » Brandr se tourna vers elle, et dans ses yeux il y avait de la douleur. Mieux pour qui ? Pour ces lâches qui ont peur de celui qui n'est pas comme eux ? Ou pour toi, qui as fui les gens toute ta vie, avant qu'ils ne te fassent tant du mal ? Steinunn se taisait. Des larmes coulaient sur sa joue, brillaient dans la lumière de la lune. Brandr abaissa son épée, s'approcha d'elle, prit son visage dans ses paumes, les deux moitiés, celle couverte de cicatrices et celle saine. « J'ai perdu Solé, j'ai perdu mon fils. Je pensais que la vie était finie. Mais tu m'as montré qu'on peut recommencer. Non pas remplacer le passé, mais l'accepter et aller de l'avant. Viens avec moi. Nous quitterons cette vallée. Nous trouverons un endroit où personne ne connaît notre passé. Nous recommencerons à zéro. Ensemble. » Steinunn le regardait. Regardait la foule. Regardait Westein qui se tenait derrière et lui faisait signe de la tête avec un sourire triste, comme s'il la libérait. Toute sa vie était ici, mais ici aussi sa douleur. Et maintenant, devant elle se tenait un homme qui lui offrait quelque chose d'impossible. L'amour, l'acceptation, un avenir. « J'ai peur, » murmura-t-elle. Brandr sourit, pour la première fois depuis des années, d'un vrai sourire, lumineux et chaleureux. « Moi aussi. Mais à deux, nous y arriverons. » Steinunn hoqua la tête, et dans ce hochement de tête, il y avait toute sa vie, toutes ces années de solitude et de douleur, et tout l'espoir que peut-être le bonheur était encore possible. La foule se taisait, les regardant. Bergdis ouvrit la bouche pour crier encore quelque chose.
Mais Vesten s'avança, se plaça entre eux et la foule. « Partez, dit-il, et sa voix était pleine de force. Steinun quitte la vallée. Elle ne sera plus ici. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Maintenant retournez chez vous et priez pour que les dieux vous pardonnent dans ce que vous avez fait ce soir. » Les gens commencèrent à se disperser lentement, à contre-cœur, jetant encore des regards sur la cabane. Bergdis resta plus longtemps que tous, regardant Steinun avec haine et quelque chose d'autre, de l'envie, peut-être, ou du regret. Puis, elle se retourna et partit, et sa torche se dissipa dans l'obscurité. Steinun et Brandr restèrent seuls avec Vestein. Le vieil homme l'enlaça, longtemps, fort, comme on enlace pour la dernière fois. « Tu mérites fort le bonheur, ma fille. Va et ne regarde pas en arrière. Et je veillerai à ce qu'ici on se souvienne de toi non comme d'une sorcière, mais comme d'une guérisseuse. » Steinun pleurait sur son épaule, et les larmes étaient comme un adieu à toute sa vie passée. Le matin du 4e jour après sous cette nuit de torches, accueillit Steinun et Brandr sur le sentier serpentant, le long d'une pente rocailleuse. Le brouillard s'étendait sur les vallées en contrebas, cachant le monde qu'ils avaient laissé derrière eux, et il semblait que leur chemin ne menait pas vers un autre lieu, mais vers une autre vie. Steinun marchait derrière Brandr, portant sur son dos un baluchon avec des herbes, des vêtements et quelques objets chers à son cœur. L'ossement pour la divination offert par Vesten, l'épingle d'argent de sa mère, ayant survécu à l'incendie, et une petite bourse avec les pièces, gagnée par des années de soins. Brandr portait les armes, les provisions de nourriture et les pots pour la nuit. Ils marchaient en silence, chacun plongé dans ses pensées. Mais dans ce silence, il n'y avait pas de lourdeur. Seulement l'acceptation de ce qui s'était passé et le timide espoir de ce qui serait. Le col fut difficile. La neige reposait en couches épaisses, le vent frappait le visage, et chaque pas se donnait avec effort. Steinun trébucha plusieurs fois, et Brandr la rattrapa, la soutint sans dire un mot. Sa blessure se rappelait encore à lui. Elle voyait comment il grimaçait, pressant la main contre son flanc, mais il ne se plaignait pas, ne s'arrêtait pas. Un guerrier avait l'habitude d'endurer la douleur. Le 3e jour de route, lorsque les montagnes furent en derrière eux et que de nouvelles vallées s'ouvrirent devant eux, couvertes de forêts et striées de rivières, Brandr s'arrêta au sommet d'une colline, d'où la vue donnait sur la côte. Au loin, à travers la brume matinale, on apercevait une bande d'osseaux argentés, un fjord s'enfonçant dans les terres comme une longue langue de mer. Steinun s'approcha, se plaça à côté, et son souffle se coupa. Elle n'avait jamais vu la mer d'aussi près. Dans la vallée de Kolbeinsdalur, elle était quête une légende lointaine dont parlaient les marchands et les voyageurs. « C'est là notre route, » dit Brandr en montrant la côte. Mes compagnons devaient m'attendre dans le village commercial près du Sognefjord. S'ils y sont encore, nous nous retrouverons. S'ils sont partis, nous trouverons un autre chemin. Steinun hocha la tête sans quitter la mer des yeux. Que se passera-t-il ensuite? Brandr la regarda, et dans ses yeux il y avait quelque chose de nouveau. Non la nostalgie du passé, mais la disposition pour l'avenir. Ensuite nous trouverons un endroit où nous pourrons recommencer. Une terre que personne n'a occupée. Nous construirons une maison. Nous vivrons. Et tes compagnons, ta troupe, tu es un guerrier. Il se tut, regardant l'horizon. J'étais guerrier. Pendant 3 ans, j'ai vécu seulement pour la vengeance et la guerre. Je pensais que c'était tout ce qui me restait. Mais tu m'as montré autre chose. Tu m'as montré qu'on peut vivre non pour la mort, mais pour la vie. Je suis fatigué de tuer, Steinun. Je veux construire. Ils descendirent vers la côte le soir du jour suivant. Le village commercial se révéla petit, quelques longues maisons, un quai avec des bateaux amarrés, de la fumée des foyers, l'odeur de poissons et de goudron. Les gens ici étaient occupés à leurs affaires, réparaient des filets, chargeaient des marchandises sur les navires, marchandaient devant les échoppes. Personne ne faisait attention aux étrangers. Sur la côte, les étrangers
était chose courante. Brandr retrouva ses compagnons près du quai, où ils réparaient un dracard se préparant au départ. Grimer, le chef au visage marqué de cicatrices, leva la tête, vit Brandr et sourit largement. « Le loup, nous pensions déjà que tu avais décidé de rester dans cette vallée pour toujours. » Et il s'approcha, embrassa son compagnon fraternellement, puis remarqua Steinunn se tenant à l'écart. « C'est cette fameuse guérisseuse. » Brandr hocha la tête. « C'est Steinunn, ma femme. » Steinunn tressaillit, il n'en avait pas parlé à voix haute auparavant. Mais Brandr la regardait calmement, attendant. Et elle hocha lentement la tête, acceptant ce mot, ce nouveau nom, ce nouveau destin. Grimer la regarda attentivement, remarqua les cicatrices sur son visage, mais ne détourna pas le regard avec dégoût. « Tu as sauvé notre frère. Nous te sommes redevables. » Et il se tourna vers Brandr. « Que comptes-tu faire ? Nous partons vers le nord, vers le Jarl. La guerre continue. Viendras-tu avec nous ?» Brandr secoua la tête. « Non. Mes jours de guerre sont terminés. Je cherche une terre où m'établir. Quelque part, ici, sur la côte. » Grimer réfléchit, se gratta la barbe. « Je connais un endroit. Un jour de marche vers l'ouest le long du fjord. Il y avait là la ferme d'un vieux bandit. Il est mort l'hiver dernier. N'a pas laissé d'enfants. La terre est libre. Celui qui en revendiquera les droits en premier en sera le maître. La maison est en mauvais état, mais on peut la restaurer. Le terrain est c'était petit, mais suffisant pour une exploitation. La forêt à proximité, une rivière avec du poisson, la mer à côté. » Brandr regarda Steinunn. « Qu'en dis-tu » Elle sourit, timidement, mais sincèrement. « Allons voir. » Ils partirent le lendemain matin, après avoir fait leurs adieux aux compagnons de Brandr. Les guerriers l'embrassèrent, lui souhaitèrent de bonnes chances, et certains regardaient avec envie. Il n'est pas donné à tous les guerriers peur d'abandonner l'épée et de trouver la paix. Grimer leur donna des provisions de nourriture, quelques outils pour le travail et un conseil. Si tu as besoin d'aide, cherche-nous. La fraternité ne se termine pas avec la distance. L'endroit dont parlait Grimms révéla exactement tel qu'il l'avait décrit. Une petite ferme sur le bord du fjord, entourée de forêts. La maison se dressait au bord de l'eau, une longue construction avec un toit couvert de tourbes, des murs de bois noircis, par endroits pourris. À l'intérieur, ça sentait la moisissure et l'abandon. Le foyer était éteint depuis longtemps, le plancher pourri en plusieurs endroits. Mais les ossements de la construction étaient solides, et Brandr, après avoir inspecté la maison, hocha la tête. On peut la restaurer. Les premières semaines furent non difficiles. Brandr réparait le toit, rapiéçait les murs, remplaçait les planches pourries. Steinunn mettait de aile et ordre à aile intérieure, nettoyait le foyer, raccommodait la couche, aménageait une place pour les herbes et les instruments. Il travaillait de aile, aube au crépuscule. S s'écroulait sur la couche épuisée. Mais chaque jour, la maison devenait un peu plus maison, un peu moins ruine. Les voisins vinrent voir les nouveaux habitants, quelques bindres des fermes proches, curieux et prudents. Ils regardaient Steinunn, remarquaient les cicatrices, mais ne disaient rien. Brandr la présentait comme sa femme, une guérisseuse, et cela suffisait. Elle, un des voisins, un bandit âgé nommé Egil, proposa son aide pour les outils et des semences pour les semailles. Nondros apporta une chèvre avec son chevreau en cadeau. Le début du troupeau. L'hiver fut rigoureux, mais ils le traversèrent à deux. Brandr chassait dans la forêt, pêchait dans la rivière et dans le fjord. Steinunn cuisinait, soignait les petites blessures et les refroidissements inévitables durant les premiers mois dans un nouvel endroit. Le soir, il asseyait près du foyer, et Brandr lui racontait les pays où il avait voyagé, les mers qu'il avait traversées, les batailles qu'il avait connues. Steinunn, elle, écoutait, fascinée, et parfois lui parlait des herbes, des signes que donnent les bêtes avant un changement de temps, des anciennes légendes entendues de Vestein. Une nuit,
tandis que la tempête faisait rage dehors. Brandr était allongé près de Steinunn sur la large couche couverte de peau, et demanda soudain « Regrettes-tu, avoir quitté la vallée ?» Steinunn se tourna vers lui, dans la lueur des braises. Son visage paraissait plus doux, les cicatrices moins visibles. Non. Là-bas, je haine était que une guérisseuse dont on avait peur. Ici, je suis une épouse qu'on aime. Brandr, elle, attira plus près, la serra contre lui, et ils restèrent allongés ainsi, écoutant le vent hurler derrière les murs et le crépitement du feu dans le foyer. Pour la première fois depuis de longues années, Steinunn se sentait en sécurité. Pour la première fois depuis de longues années, Brandr sentait qu'il avait une maison. Le printemps arriva lentement, mais inéluctablement. La neige fondait, la rivière enflait, la forêt se remplissait de chants d'oiseaux. Steinunn aménagea un potager près de la maison, planta des herbes et des légumes. Brandr construisit un enclos pour les chèvres, répara un bateau trouvé à moitié délabré sur la rive. La vie prenait un cours ordinaire, et dans ce cours, il y avait quelque chose d'étrangement juste. Comme ils avaient toujours su qu'ils se retrouveraient ici, tous les deux au bord de la mer. En été, des gens des fermes voisines commencèrent à venir, d'abord timidement, puis avec plus assurance. Chez elle, un enfant tomba malade. Chez un autre, la femme N arrivait pas à accoucher. Chez un troisième, une blessuresse s'infecta. Steinunn soignait tout le monde, refusant personne, et les gens apportaient en remerciement du poisson, du grain, de la laine. Peu à peu, on parla de la guérisseuse du fjord dans tout le voisinage. Mais à présent, on en parlait non avec crainte, mais avec respect. Un soir, alors que elle était déclinée déjà vers elle, automne, Steinunn se tenait près de la maison, regardant le soleil se coucher sur la mer. Le ciel flamboyait de rouge et d'or. Les vagues clapotaient doucement sur la grève. Les mouettes criaient en tournoyant au-dessus de l'Eyao. Brandr approcha par derrière, elle enlaça, posa ses mains sur son ventre qui commençait à arrondir. Elle était enceinte. Et était un miracle qu'elle avait jamais attendu. À ton avis, qui ce sera ? Demanda-t-il en posant ses lèvres sur ses cheveux. Steinunn sourit, couvrant ses mains des siennes. Je ne sais pas. Garçon ou fille, peu importe. Ce qui compte est que cet enfant grandira dans une maison pleine d'amour. Il saura que en elle a voulu. Il saura que la beauté n'est pas dans le visage, mais dans le cœur. Brandr la tourna vers lui, la regarda dans les yeux. Tu es la plus belle femme que j'aie connue. Pas malgré tes cicatrices, mais avec elles, parce qu'elles font partie de toi, de ton histoire. Et je t'aime tout en toi, entièrement. Steinunn se mit à pleurer, mais était des larmes de bonheur. Celles qui viennent, lorsque l'âme trouve enfin la paix, après de longues errances. Elle se serra contre lui, et ils restèrent ainsi, sur la rive du fjord, sous un ciel de feu. Deux êtres qui avaient traversé le feu et la douleur, et était introuvés. Hiver de année suivante arriva tôt, mais leur maison était chaude. Le feu brûlait dans le foyer. Des provisions pour tout hiver garnissaient les étagères. Les chèvres bêlaient dans enclos, et dans le berceau près du mur, dormait leur fils, nouveau-né que Steinunn le nourrissait, regardant son petit visage, si fragile et si beau, et pensait à la façon étrange dont la vie était faite. Elle avait perdu une famille dans le feu, perdu son visage, perdu, espoir. Mais elle avait trouvé une autre famille, une autre vie, un autre espoir. Brandr entra de la chasse, secouant la neige de son manteau. Il s'approcha de Steinunn, regarda son fils, et dans ses yeux il y avait une telle tendresse qu'elle en eut le souffle coupé. « Einar » murmura-t-elle, nommant le garçon après le père de Brandr. « qu'il porte ce nom avec honneur. » Brandr hocha la tête, toucha la petite tête de son fils, puis embrassa Steinunn au front.
Tu aimes à se donner plus que je ne méritais. Tu aimes à se donner une maison, un fils, elle, amour. Tu aimes à se donner la vie, alors que je pensais ne mériter que la mort. Steinun prit sa main, la posa contre sa joue, celle couverte de cicatrices. Nous nous sommes sauvés, elle, un et l'autre. Tu aimes à se montrer que je ne suis pas un monstre. Je t'ai. Et montrer que tu es n'est pas seulement un guerrier. Nous avons tous les deux recommencé. Dehors, le vent hurlait, la mer se déchaînait, elle, hiver, gagnait en force. Mais dans la petite maison au bord du fjord, il faisait chaud, calme et sûr. Ici vivait une famille, un homme, une femme et un enfant. Ici vivait un amour qui était révélé plus fort que la peur, les préjugés et la douleur. Ici vivait l'espoir que même après le plus terrible des feux, on peut renaître si on a près de soi quelqu'un qui voit non les cicatrices, mais l'âme. Et ce n'était pas un conte à la fin sans nuages. C'était la vie, vraie, difficile, magnifique. La vie de deux êtres qui s'étaient été trouvés dans l'obscurité et avaient ensemble fait un pas vers la lumière.